Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'avais abandonné mes vidéos sur YouTube, voilà, à peu près d'un an, car j'ai écrit trois romans. Bertrand du Guesclin en Espagne, 1365-1367. Un registre sur toutes les batailles et les sièges de la guerre de Cent Ans. Et le tout dernier, Blanche de Bourbon, ou la reine à la couronne d'épines. Mais je me suis aperçu que vous aviez toujours de bons commentaires sur mes anciennes vidéos. Donc j'ai décidé de reprendre aujourd'hui sur YouTube. Je vous parlerai de la bataille de Nájera le 3 avril 1367. Le contexte. Henri II de Castille, anciennement Henri de Trastamare et Bertrand du Guesclin, ont expulsé de la Castille Pierre Ier, le roi. Ce dernier s'est réfugié auprès du roi du Portugal, son demi-frère. Mais celui-ci refuse de le prendre sous sa protection, de peur d'avoir des conflits avec ses voisins. Par contre, il lui conseille d'aller voir le prince de Galles, qui est duc d'Aquitaine, Édouard de Woodstock, surnommé le prince noir. Effectivement, le prince noir le reçoit à Bordeaux. Mais Pierre Ier est quelqu'un de fourbe et de rusé. Il lui promet de l'argent, des pierres précieuses et tout, et en plus il lui donne une table ornée de pierres finement sculptées qui vient du Moyen-Orient. Le prince de Galles accepte. Il lève une armée de 20 000 hommes, tous des Gascons et des Anglais, des hommes très aguerris depuis la bataille de Poitiers. Il part de Dax, passe par Saint-Jean-Pied-de-Port et entre en Navarre avec l'accord de Charles II par le col de Roncevaux. Et il s'arrête à Pampelune. À Pampelune, il écrit une lettre de déclaration de guerre à Henri II de Trastamare. Mais de l'autre côté, Bertrand du Guesclin se doute que Pierre Ier de Castille ne s'arrêtera pas là. Et il apprend qu'il est parti voir le prince de Galles. Il prévient Henri II. Tous les deux remontent de Séville, dans le sud de l'Espagne, vers le nord pour arrêter l'avancée des Anglais et de son demi-frère. En chemin, Bertrand du Guesclin va chercher des renforts auprès du roi de France, tandis que Henri II recrute au sein de son pays, la Castille. En attendant l'arrivée de Bertrand du Guesclin, Henri II se place sur les hauteurs de Nájera, sur les collines, une belle place. Il peut voir toute la plaine. Mais le prince de Galles lui envoie un deuxième courrier lui dire qu'il veut la guerre et une grande bataille dans la plaine de Nájera. Tactiquement, Henri II fait une grosse bêtise, descend son armée de la colline et s'installe dans la plaine de Nájera, de l'autre côté du fleuve, le Nájeraïa. Édouard de Woodstock se place en face, il place son armée. Mais il n'y aura pas d'attaque. Henri II attend Bertrand du Guesclin et ses hommes. Effectivement, ils arrivent. Maintenant, on peut totaliser à peu près le nombre d'hommes. Les franco-castillans sont 80 000. Les Anglais ne sont que 20 000. Mais seulement, ce sont de grands soldats, des gens très aguerris, bien armés. Alors que le Castillan
ne connaissent pas la guerre. Ils l'ont rarement faite et ne connaissent pas surtout le corps à corps. Le prince de Galles place son armée. Il fait d'abord en avant John Chandos, le grand chef de guerre anglais, l'équivalent de Bertrand du Guesclin côté français. Et il y met son frère, le duc de Lancastre. Il se place derrière eux avec Pierre le Cruel. Et en dernier, derrière lui, il met la réserve sous le commandement d'Olivier V de Clisson. Il place sur ses ailes Jaime III de Majorque, le roi de Majorque, et sur son aile droite, Jean III de Grailly, le captal de Bouche, le fameux captal de Bouche qui a été défait par Bertrand du Guesclin à la bataille de Cocherel. En face se place en tête Bertrand du Guesclin avec ses Français et ses Bretons. Derrière, les deux frères d'Henri II, Don Tello et Don Sanche, avec des soldats pas très aguerris. Et en arrière, Henri Trastamare avec ses cavaliers castillans et aragonais, commandés par le comte de Rocabertin. La bataille est déclenchée par le prince de Galles, parce qu'il n'attend pas. Il faut savoir quand même qu'il n'a que 20 000 hommes, et en face, il y en a 80 000. Il envoie John Chandos contre Bertrand du Guesclin, parce qu'il sait que si Bertrand du Guesclin est battu, la victoire est certaine. Seulement, Bertrand du Guesclin a vu le coup venir. Et là, il s'avance sur John Chandos. Et là, c'est la bataille. C'est le corps à corps entre deux grands chefs de guerre. Et Bertrand du Guesclin, pour l'instant, est vainqueur. Il s'avance et enfonce les rangs de John Chandos. De l'autre côté, Jaime III attaque Don Tello et Don Sanche. Et de l'autre côté, Jean de Grailly. Le prince de Galles voit que Don Tello et Don Sanche ont des hommes qui sont pas trop forts en guerre, pas trop aguerris, mal organisés. Il lance attaque au cri de Saint-Georges, vive le prince de Galles, pour le royaume d'Angleterre. Mais les soldats crient tellement fort que les hommes, les Castillans de Don Tello et de Don Sanche prennent peur. Et ils s'enfuient. 20 000 hommes s'enfuient. Les premiers sont tués sur les champs de bataille, puis les autres s'enfuient et traversent le Nigeria, mais le Nigeria, il se noie car l'eau est glacée. Les autres s'enfuient dans le village de Najera et ils sont rattrapés et tués sur place. Quelques-uns, dont Don Tello et Don Sanche, s'enfuient vers l'Aragon. Maintenant, la victoire n'est plus côté français, elle est du côté anglais. Dans la mêlée, Bertrand du Guesclin s'aperçoit que Henri Trastamare, qui s'est enfoncé dans les lignes de Jean de Grailly, est entouré d'hommes. Il laisse le commandement au maréchal Arnould de Drodem et va aider avec une centaine de ses hommes le roi de Castille, Henri II. Il le prend par les rênes et le retire des combats. Il lui dit, Henri, ne restez pas là, la victoire est perdue. Votre frère s'est enfui avec 20 000 hommes et les Anglais s'enfoncent de plus en plus dans nos lignes.
partez, fuyez, allez rejoindre avec votre femme le duc d'Anjou, mettez-vous sous sa protection. Le roi dit non, 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 je ne vais pas vous laisser tout seul parce que je ne veux pas que vous mouriez, on sera tous les deux, tant pis si je meurs au combat. Et là, Bertrand du Guesclin le prend par les rênes et l'éloigne du champ de bataille. Il lui dit, cette fois-ci, fuyez. Il tape sur la croupe du cheval, et il s'enfuit, et le cheval s'en va. Effectivement, Henri Trinsamar part avec quelques capitaines et s'enfuit. Bertrand du Guesclin et ses hommes retournent dans la mêlée. Mais et cette fois-ci, ils sont entourés. Car Olivier de Clisson prend ses hommes à l'arrière. Le capitaine de Bouche sur sa gauche. Le roi de Maillorque sur sa droite. Jean Chandos sur l'avant. Et tous les hommes en réserve, y compris le prince de Galles, s'enfonce dedans. Cette fois-ci, il est entouré. Ça ne peut pas continuer ainsi. Pourtant, autour de Bertrand du Guesclin, il forme un mur d'hommes. Personne ne peut passer. Mais petit à petit, les hommes sont tués et arrivent près de Guesclin. Le prince de Galles dit à ses hommes, surtout, je veux que vous fassiez prisonnier Bertrand du Guesclin, le maréchal d'Audrudem et le bec de Vilaine. Ne les tuez pas. À la fin, Bertrand du Guesclin est obligé de se rendre. Et il dit, je me rends au prince de Galles. Le combat cesse. On n'a pas parlé de Pierre Ier. Parce que Pierre Ier, c'est un sanguinaire, c'est un tueur. Les Castillans se rendent. Malgré qu'ils se rendent, il les tue. Et là, il veut tuer à tout prix. Pour éviter la prémonition de sa mort plus tard, il veut tuer Bertrand du Guesclin. Et là, épée levée, il s'enfonce dans les rangs anglais, les écarte et arrive auprès du Guesclin pour le tuer. Seulement, Bertrand du Guesclin tend la jambe. Et là, Pierre Ier tombe. Il lui prend l'épée, il la lève. Il est presque à le tuer quand il est arrêté par un groupe d'Anglais. La bataille est terminée. Finalement, Bertrand du Guesclin est fait prisonnier avec le maréchal d'Audrudem et le bec de Vilaine. Et le prince de Galles se sort victorieux. Il s'approche maintenant de Pierre Ier, il lui dit « N'oubliez pas de tenir vos engagements, vous me devez beaucoup d'argent. Vous devez aussi nous couvrir d'or. » Pierre dit « C'est pas grave, vous aurez ce que vous voulez, mais quand vous serez reposé, quittez la Castille et allez en Navarre, et je vous enverrai tout cet argent-là. » En chemin, le prince de Galles apprend que Henri Trinsamar, qui s'est réfugié en France, combat aux côtés du duc d'Anjou dans le Quercy. Donc il faut qu'il rentre à tout prix. Il attend de 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. L'argent n'arrive toujours pas. Là, il se rend compte qu'il s'est fait berner. Il décide de rentrer en Aquitaine. Et en plus, malgré lui, il a chopé une maladie. Cette maladie l'emportera quelques années plus tard. La preuve en est, c'est qu'au sac de Limoges, au lieu de combattre à cheval, il sera en litière. Quant à Bertrand du Guesclin, il est défait. Eh oui, mais seulement, il sort glorieux, car il se met à rançon à plus de 100 000 florins d'or, dont une partie sortira, enfin, il espère
que ça sortira à ton trésor, il n'y en a plus. Par contre, le roi de France paiera une partie de sa rançon. Le duc d'Anjou paiera une autre partie de sa rançon. Et ses ennemis paieront aussi, comme Jean Chandos, Hugues de Calvolet, qui était son ancien capitaine lors de l'expédition, et même une personne que personne ne croit, la femme du prince de Galles, la duchesse d'Aquitaine. Et là, surpris, il est libéré. Il aura sa revanche. Bertrand Gueguelin aura sa revanche l'année suivante. Car il battra le roi Pierre et ses 100 000 musulmans à Montiel et sera tué par son demi-frère. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette publication vous plaira. À la prochaine.